Hello. Bonjour. Coucou. On se retrouve... Coucou. On se retrouve pour le 3e épisode, la 3e édition de ce podcast Softover. Évidemment avec la belle, l'unique, la co-host... Moi encore. Mieni. Ouais. Et aujourd'hui, on a une guest de qualité. Est-ce que tu peux te présenter, ma belle? Je m'appelle Jaïlis, Okay. j'ai 21 ans et je suis noire. Et je pense que c'est important de le préciser au vu du sujet. Oui. On n'y pense pas assez, c'est vrai. Ah, la façon dont tu l'as dit, on dirait les alcooliques anonymes. Et je suis noire. Et je suis noire. Ok, period. Et donc aujourd'hui, on va parler de... On va parler de l'ethnic fishing. C'est un terme qu'on a un peu... Enfin, c'est un peu un néologisme parce que c'est pas un terme qui a été vraiment recherché ou popularisé. Mais on va parler du race fishing en gros. Donc des différentes façons d'approprier différentes cultures et différents codes culturels et physiques. Qu'est-ce que ça vous inspire, genre l'ethnic fishing? Parce que je sais que différentes personnes ont différentes positions, surtout que le terme fishing, race fishing provient d'abord du terme black fishing qui a été popularisé depuis quelques années. Premièrement, le terme race fishing et ethnic fishing, enfin plus race fishing, ça je ne connaissais pas du tout. Ethnic fishing, ça me parlait plus. Après quand on a fait nos recherches par rapport à... d'un point de vue plus spécifique, donc Arab fishing, black fishing, là ça me parlait encore plus. Donc le terme en général, c'est un peu flou pour moi. Et quand, pour ma part, étant donné que voilà, je suis noire, black fishing, c'est vraiment l'idée, le fait qu'une personne, peu importe en qui tu es, mais à partir du moment où tu n'es pas noire, tu te grimes en noir ou tu reprends les codes, entre guillemets, très clichés d'une personne noire pour... t'identifier comme tel, c'est comme ça que je le définirais. Mm-hmm. Après, encore une fois, c'est quelque chose de problématique. Mm-hmm. Quand j'ai entendu parler de ça, j'étais littéralement plus jeune, hein. C'était dans les années 2017-2018. J'étais encore au collège, lycée. Non, plus lycée, pardon. Au collège en 2018? Non, pas du tout. Folie, t'as quel âge? On a invité une mineure sur le plateau. Non, c'était au lycée, pardon. Mais tu te construis un peu. Après, heureusement qu'il faut avoir... Enfin, j'avais un bon entourage. Donc, quand je voyais ces personnes-là qui se prétendaient noires parce que peau plus foncée, lèvres pulpeuses, grosse poitrine, gros fessiers, t'es là en mode... et c'est à ça que je suis censée ressembler? Parce que tu te considères comme noire? C'est comme ça, c'est ça être noir, bref. Beaucoup de questionnements, mais pour ma part, je suis restée concentrée quand même. Les complexes ne sont pas arrivés par rapport à ça. Ouais, parce que ces codes culturels, ces esthétiques qui sont repris... Là, on parle du cas des femmes non noires, du coup, qui prennent ces codes-là, sont jamais représentatifs de ce qu'est d'être une femme noire, en fait. C'est un stéréotype que les femmes non noires créent, qui est généralement plus raciste que sexiste, c'est ce dont tu parlais, donc les grosses lèvres, les grosses fesses, etc. Et il n'y a pas de diversité, en fait, dans leur représentation de la femme noire. Exactement. Et j'ai même envie d'ajouter que ce phénomène, on le retrouvait plus outre-mer, donc les États-Unis, d'où le fait que c'était encore plus... Je sais pas comment qualifier ça, mais la vision d'être noir aux États-Unis et la vision d'être noir en France n'est absolument pas la même encore aujourd'hui. Et donc, du coup, les personnes qui faisaient justement ce blackfishing reprenaient les codes d'une personne noire aux États-Unis. On s'éloignait encore plus, pour moi, à cette époque, de ce qu'était être noir et pourquoi exactement ils le faisaient, sur qui ils se basaient réellement. Ouais, parce que toi, t'avais genre le modèle des femmes noires françaises. Exactement. Que tu retrouvais pas dans les célébrités qui se grimaient. Voilà. Parce que c'était principalement des célébrités, des influenceurs, etc. Exactement. Et puis, je pouvais entendre, lire également des propos
Oui, parce que c'était un peu à l'époque aussi des light skin, des métis qui sont super à la mode, curly hairs, yeux verts et teint clair, un peu mielleux, ou un Light truc comme skin ça. sucré. Exactement. Donc du coup, ces personnes-là avaient plus l'habitude de faire ce type de blackfishing. On pourrait un peu faire le parallèle avec le colorisme. Parce que ces personnes-là, il fallait être noir, d'accord, mais attention, pas trop noir pour plaire. Ils prenaient également aussi ce qui était considéré à l'époque comme beau. Donc, je l'ai déjà mentionné, mais le fait d'avoir des traits fins, mais attention, les lèvres pulpeuses, avoir des formes là où il faut. Wattpad. Mais du coup, voilà. Du coup, moi, pour ma définition, j'ai essayé de définir l'ethnic fishing correctement, mais c'est un petit peu difficile vu que j'ai l'impression que ce terme, il est un petit peu controversé. Les gens ont un avis très différent les uns des autres. Pour moi, c'est essayer de se faire passer pour quelqu'un d'une autre ethnie, culture qu'on admire. Et donc, en fait, j'ai essayé de développer plus cette partie arabe fishing, vu que je suis arabe et c'est pas que ça me blesse quand je vois des gens qui essayent de nous imiter, mais je me sens pas trop bien parce que moi, je l'ai mal vécu, le fait d'être arabe. Donc, voir des gens prendre des spécificités dites cool, ça me dérange. Donc ça peut passer par du maquillage. Enfin, sur Google, quand on écrit maquillage arabe, je pense qu'on voit directement de quel maquillage je parle. C'est un maquillage où le fard à paupières est très foncé, des big lashes, la bouche mate. Et donc il y a pas mal de femmes, notamment des influenceuses sur les réseaux sociaux, qui réutilisent ce type de maquillage. Et donc ouais, tout ce qui est vêtements et accessoires, donc porter une abaya, une gendora, parce que c'est cool. Apparemment, c'est la mode. Oui, tu viens de citer, je sais pas quoi, Ramadan time et tout. Ils font pas du tout le Ramadan, mais ça fait l'Aïd, genre. C'est ce genre de truc. Et aussi, reprise d'expressions culturelles. Donc, ça dit beaucoup, Wallah, Hamdoullah, ce genre de truc. Et je pense à 3 personnes carrément. Du coup, Mila Jasmine. Son prénom, c'est Marie Germain, mais du coup, elle a voulu surfer sur la hype entre guillemets, d'être arabe. Mia Khalifa. Mia Khalifa. Mia Khalifa. Ça, c'est encore plus problématique parce que encore aujourd'hui, elle a jamais... Encore aujourd'hui, sur les réseaux, elle a pas changé son Ah bah âge. non, je viens de l'apprendre. Ouais. Elle n'est pas... Du Non. tout. Elle Ah s'appelle ouais Sarah Jo. Mais non Chamoun, elle est libanaise. Ouais. Sauf qu'elle a voulu avoir cette vibe de saoudienne, on va dire ça comme ça. D'accord. Donc elle s'est nommée Mia Khalifa. Et du coup, là, on est vraiment sur un exemple très précis d'arabe fishing parce que pendant ses vidéos artistiques, elle mettait le hijab. Ouais. Enfin bref, c'est de l'appropriation pure et dure. Et du coup, elle a voulu surfer sur cette vague de hype des Arabes pour faire du profit. Et là, récemment, je viens d'ajouter un nom là tout de suite. Mais Raïm Redcar, Christine and the Queen. Ouais, j'ai vu ça Oui, récemment. de fou. Mais Déjà, la quel nom de dinguerie. famille Redcar, arrête. Mais Raïm. Raïm, ouais. Raïm, je vais pas dire son dead name, mais gros, t'as un dead name bien français, choisis Paul. Ils veulent se donner une edge, genre. Ils veulent être un peu edgy. Et quand t'as une ethnie un peu ambiguë, tu vois, parce qu'il s'est un peu grimé aussi. Je sais pas s'il a fait des sessions d'UV ou j'en sais rien. Mais ça leur donne un peu... ça leur donne un peu un côté un peu edgy quand on sait pas exactement d'où ils viennent. C'est une folie. Ariana Grande, genre. Ça vend, en fait. Je sais toujours pas d'où elle vient, C'est cette ce qui dame. vend. Ariana Grande, Elle a des origines elle est italiennes. italienne, ouais. comme ça. Américaine, et je crois son daron, il est italien, Grande. mais de lointain. Grande. Oui, bon. Mais ouais, Grande. pour revenir à ce que tu disais, Atessa, ça vend, en fait. C'est ça, et particulièrement pour le blackfishing, aux États-Unis, c'est une question de rester dans l'air du temps, en fait. On le voit, mais ça, c'est un truc qui a été discuté plein de fois, mais avec des stars qui ont été enfants stars, genre Ouais. chez Disney, Nickelodeon, etc. Mhm. Je pense à Miley Cyrus, Ouais. Justin Timberlake, Ariana Grande aussi. Ces célébrités-là, parce que ils voulaient rester dans l'air du temps, bah, ils se sont mis au hip-hop. Et quand ils se mettent au hip-hop, Ils reprennent les codes. bizarrement, ils Ouais, c'est ça. deviennent tis, mais bizarrement, ça fait des dreads, bizarrement, ça fait des cornrows. Qu'est-ce qui se passe? c'est reprendre des codes de la scène
hip-hop noir quand ils sont musiciens, forcément, pour rester relevant. Pendant ce temps, ceux qui pratiquent ce genre de phishing, non black phishing, arab phishing, ils ont plein de compliments du fait que oui, ils ont un look exotique, ils sont stylés, pendant que les vraies personnes qui sont arabes ou noires vont se prendre que des insultes et vivre ces discriminations-là que les personnes, bon là je vais dire personnes blanches, mais tout le monde peut faire du race phishing, vont en faire l'éloge. Ouais, prennent ce qui est cool, pick and choose, genre ce qui est cool dans ces cultures-là, et vivent pas toutes les discriminations qui vont avec. Donc c'est... Oui, ils prennent ce qui est positif, c'est et ça. ils vivent pas le négatif de la situation. C'est ça, des exactement. personnes Pour qui eux, sont il discriminées. y a aucune conséquence à faire ça. C'est juste cool. Et nous, on continue de vivre ces discriminations-là. Pourtant, on a ces attributs cool, mais c'est vu différemment. On m'a traité de bouche de suceuse là au collège, je ne jamais. Ouais. Et j'étais pas la seule, il y avait une autre fille, elle était métisse, mais du coup elle avait les traits, on va dire, du coup négroïdes, tu vois. Et donc du coup elle avait les lèvres pulpeuses, tout comme moi, des grosses lèvres. Ah bah nous on était les bouches de suceuses, hein. Oh la dinguerie, Ouais. putain. Franchement le collège... Le collège, vraiment, c'est c'est pas une pour époque. n'importe qui. Hein. Vraiment. Tu viens de me faire rappeler un truc. Quand j'étais au collège, j'avais une amie donc, qui était noire. Et en fait, je viens de me rappeler de ça. C'est un mec dans la classe qui a dit à cette fille-là, qui l'a appelée Babinosaure. C'est pas vrai. C'est une dinguerie. Oh Et c'est pour ça que quand t'as dit ça, j'étais en mode oh my god. Mais ouais, Et en fait, genre... à c'était cette une insulte époque-là, à l'époque, ouais, tes bah, grosses babines. Non mais Ouais, c'est une ouais, folie ouais. de dire Babinosaure. Je te jure. En vrai, genre, c'est créatif de fou. En fait, en grandissant, on perd notre créativité. Parce que les racistes de notre âge et plus âgés, ils sont plus aussi... C'est pas genre du tac au tac, tu vois. Les enfants, ils sont créatifs. Aux or. C'est vraiment pas drôle, mais genre, waouh. Pardon. Ouais. Quand on parle d'Arab phishing, en particulier, quand on parle de ce phénomène en France, c'est important de recontextualiser et de parler d'orientalisme, d'exotisme, de ce fantasme d'exotisme qui a une charge coloniale quand même super importante. Toi, Mini, du coup, tu parlais de Mila Jasmine, et en fait, ça a des connotations quasiment historiques, genre. L'orientalisme, à la base, c'est un mouvement littéraire qui vient du 18e, qui a été bien popularisé au 19e, et qui est marqué par l'intérêt des artistes et écrivains pour le pays du couchant, donc le Maghreb, ou du Levant, donc le Moyen-Orient. Et ça venait à l'époque de cette fascination pour l'Empire ottoman. Et du coup, à l'époque, on considérait le Maghreb et le Moyen-Orient comme des régions mystérieuses. Du coup, il y avait cette représentation dans les œuvres, soit des représentations picturales ou littéraires. Et à l'époque, ça servait presque de catalyse, parce que les mœurs étaient tellement... Enfin, on considérait que les mœurs étaient tellement éloignées des mœurs françaises que les artistes se permettaient des choses... Bon, genre par exemple, la nudité orientale, elle était vraiment très surreprésentée, limite. Il y a plein de représentations picturales d'harem, par exemple. Parce que en France, c'était mal vu de représenter la nudité française, la nudité occidentale. Donc, ça servait de catalyse. Parce que c'était des mœurs différentes, apparemment. Bref. Et récemment, il y a quelques décennies, en 1978, Edward Said a décrit la notion d'orientalisme dans son œuvre majeure Orientalism, comme une manière de percevoir, de représenter et de dominer l'Orient. L'Orient qui est un concept assez flou, by the way, parce que ça englobe le Moyen-Orient, l'Asie et le Maghreb. Donc c'est de dominer l'Orient à travers le prisme de l'Occident. Et à l'époque, Saïd critique l'orientalisme comme étant une construction intellectuelle et culturelle qui justifie la domination impériale et coloniale de l'Occident. Donc dans ce cadre, l'orientalisme est plus qu'une fascination pour l'Orient, c'est un réel déséquilibre de pouvoir où l'Occident se positionne comme supérieur, comme il a l'habitude de le faire, tout en essentialisant et en exotisant les sociétés orientales, souvent décrites comme figées, mystérieuses, arriérées presque. Et ça se reflète dans la représentation que l'Orient a des femmes particulièrement, maghrébines, arabes,
Et ça se ressent encore aujourd'hui, parce que la France a colonisé pas mal de régions d'Afrique du Nord, dont l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, et aussi en Asie comme le Liban et la Syrie. L'Arab fishing et l'African fishing, en fait, je vais dire African fishing parce que les études qui ont été menées parlent principalement d'African fishing, mais sauf qu'ils visent plus les Noirs. Black fishing, qui est une sous-catégorie de l'African fishing, qui est une continuité des dynamiques coloniales, mais adaptée maintenant à notre époque. Et du coup, ça joue sur des structures de pouvoir qui existent depuis l'époque coloniale. Et donc, on va parler de colonialisme esthétique. Les colonisateurs vont considérer les colonisés comme des objets de consommation, les fétichisent, les exotisaient. Donc, on a souvent entendu en France ce mot exotique, que ce soit avec les prénoms, la façon de s'habiller. Et toujours maintenant, il y a pas mal de personnes, même les jeunes, qui vont parler d'exotisme en voyant une tenue traditionnelle, par exemple africaine. Je parle de l'Afrique dans son global, pas que les Noirs. Ça les transforme en produits de consommation. Et là, je pense au Safari Park, je ne sais pas si vous connaissez ça, à Nantes, en 1994, où des Noirs étaient exposés. Et oui, le dernier zoo humain. Et ça s'appelait Zoo de Bamboula. Et du coup, là, on est sur un exemple typique de ça, très très récent, donc 1994. On transforme un peuple en produit de consommation et on les fétichise en même temps parce que c'est incroyable, regarder des Noirs, c'est un zoo de bambou là quand même. Et du coup, l'ethnic fishing, ça fonctionne de la même manière. Donc on prend des éléments qui sont perçus comme tendances et exotiques sans prendre leur signification historique et politique. C'est pour ça que je dis que c'est une continuité des dynamiques coloniales. Mm-hmm. En tout cas, le zoo de Bamboula. Vous en pensez quoi ? Il y avait un documentaire, je sais plus qui l'a produit, mais je l'avais regardé à la télé et j'étais juste affligée et d'une certaine manière triste et en colère parce que rappelons-nous que ça date de 1994, c'est ça ? Ouais. C'était il y a 30 ans, quoi. C'était il y a 30 ans. C'est toujours d'actualité, l'air de rien. Ça m'afflige, en fait. C'est quand même dingue de se dire qu'il y a des personnes qui, comme moi, du coup, sous prétexte parce qu'ils ont une couleur de peau différente, qui sont parquées dans des zoos. Et on les regarde, on les considère comme des animaux, comme des personnes qui ne sont pas égaux à des personnes non noires, du coup. Mais ouais, en fait, ce documentaire, il était très intéressant, très informatif, très préventif, d'une certaine manière. J'ai pas d'autres mots à dire que ça m'a choquée, mais heureusement que, justement, ce documentaire existe. Ça s'appelle Le village de Bamboula. Donc, ça a été un documentaire fait par France TV, de Johan de Montgrand et François Tchernia. Voilà, qui a été fait il y a 2 ans, du coup. Ouais, voilà. En fait, c'est pour ça que la rhétorique qui est similaire à ce qu'on entend genre aux États-Unis de la colonisation, l'esclavage, c'était il y a longtemps. Il y a plus de répercussions aujourd'hui. En fait, c'est d'autant plus ridicule que il y a des sociétés entières qui se sont basées sur la colonisation, mais en plus de ça c'était super récent en fait, un zoo de noirs. Enfin, est-ce qu'on se rend compte genre ? C'est une folie. C'était pas dans les années 1800 ou je sais pas quoi. C'était il y a 30 ans. C'était nos parents nous, étaient là, genre. C'est ça. Ils vivaient dans cette société. C'est ça. Tu te rends compte, tu vis en France. Et dans ton pays, il y a un zoo de noirs. Exactement, il y a un zoo de noirs. C'est une grosse dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une folie et les gens font des voyages en vacances. Venez, on va au village de Bamboula, tu sais. Mais c'est un peu comme les gens qui vont dans d'autres pays pour faire des safaris, pas des safaris, mais genre qui font du tourisme exotique. Ouais, genre Thaïlande, là, je pense. Ouais, la Thaïlande. En Thaïlande, d'ailleurs, c'était en Thaïlande ? Je crois que c'était en Thaïlande. J'étais partie en Thaïlande il y a quelques années. Et c'était à Bangkok, on était dans le marché de nuit, là. Et je tourne la tête, et là, je vois un groupe de touristes blancs, je sais pas d'où ils viennent. Ils sont en train de prendre en photo un gamin qui fait la manche, qui est par terre, qui est genre
Enfin, qu'il y a que la peau sur les os, en fait. Ouais. Et ils le prennent en photo comme si c'était une attraction touristique. Ouais, c'est ça. Déshumanise les peuples qui Exactement. connaissent pas, en fait, et la façon de vivre de ce garçon qui fait la Manche. J'ai eu exactement... Enfin, j'ai été témoin de ce qui s'est passé quand j'étais au Maroc. Me posez pas la question pourquoi on nous a envoyé rencontrer une population berbère. Mais c'était même pas un petit village. Genre, j'ai l'impression même c'était scénarisé. Il y avait des petites tentes, mais des petites tentes pour les touristes, en fait. Le Maroc, c'est wild pour ça. Ouais, Ah le- ouais. le Maroc, Mais vraiment, moi, ça m'a un peu ils choquée font un parce que- spectacle de leur culture. Ouais, mais moi, j'ai trouvé ça hyper malsain. Ouais. Et il faut savoir que j'étais en groupe, donc forcément, j'étais pas toute seule, j'étais pas avec que des potes. Et donc, du coup, il y avait des enfants qui étaient pauvrement habillés. Ils étaient en t-shirt, il faisait quand même assez frais. Du coup, parmi les personnes du groupe, des personnes qui prenaient en photo ces enfants-là. Viens, on se prend en selfie. Oh là là. J'étais en mode, mais est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est? Donc, l'air de rien, les os humains et les os de Bamboula sont fermés. Ils n'existent plus, mais... Ils existent dans d'autres pays, c'est tout. Ouais, c'est ça. Sous couvert du Sous tourisme. couvert de tourisme. Après, ça reste un peu convenable. Bamboula, Banania, tu sais, on est dans le même... Dans le même registre. La folie. Par exemple, en France, toujours maintenant, mais ça c'est une idée qui s'est de plus en plus développée, l'interdiction du voile en France. Et il y a pas mal d'influenceurs, je parle d'influenceurs de télé-réalité, qui vont avoir des éras musulmans et qui vont porter le voile. Et donc là, on part sur des exemples qui sont de plus en plus extrêmes. Mais oui, des influenceurs plus influenceuses qui vont porter des vêtements religieux comme le hijab, alors qu'en France, c'est pas interdit, mais... Pas encore. Bref, et c'est très très mal vu le voile. Voilà. Et donc là, en gros, Madame Atessa nous montre des photos de Maeva Genam. Les photos de Maeva Genam, qui, je pense, Maeva Genam utilise le hijab et tous ces vêtements dits religieux pour en faire un business et pour surfer sur la vague de la muslim fashion. Je sais pas trop comment... La hijabi. La hijabi fashion Mais ouais, c'est style. ça, c'est juste pour le business et pour attirer une cible arabe et musulmane qui pourrait beaucoup plus potentiellement consommer son contenu et acheter ses... Oui, parce que il y a toute population qui consomme la télé-réalité, mais c'est vrai que il y a une grande population, pas une grande population, mais une partie de l'audimat qui est arabe ou maghrébine. Mais encore une fois, ce genre de choses, c'est parce que ça vend. Et la question, c'est comment en finir de tout ça. Parce que comme tu l'as dit, l'audimat, c'est des personnes pas forcément majoritaires, mais une grande partie. Ouais, c'est ça, en fait. Des personnes tu racisées connais ton public, voilà, t'as envie de lui plaire, Exactement. Et du coup, tu te changes. Exactement. Comment en finir? I don't know. En fait, il faudrait limite une conscientisation collective. Tu vois, il faudrait que tout le monde se réveille un jour et se dise c'est pas possible, on peut pas cautionner ça, on peut pas cautionner qu'on nous prenne pour des cons, en fait. C'est ça. Parce que c'est ça, en soi. Ouais, parce que, comme tu l'as dit, elles s'approprient ces codes. Et ces personnes-là qui font tout ce qui est Arab fishing et Black fishing s'approprient une culture déjà existante. Mais ça ne veut pas tant dire qu'elles les valorisent. Venir se voiler en semaine B et enlever le voile en semaine A, est-ce que pour les personnes qui pratiquent la religion, c'est valorisant pour eux? J'ai fait un rapprochement entre personnes de télé-réalité et ethnic fishing. Donc ça peut être d'autres personnalités, mais qui a un étroit rapport avec l'hypersexualisation. Et on peut parler de continuum colonial. Donc c'est quoi continuum colonial? Qu'est-ce que c'est? C'est une surface... J'ai pris la définition du site Jeu de Paume. Bisous à eux. C'est une surface spatio-temporelle se repliant sur elle-même, reliant ainsi des points qui semblent de prime abord très éloignés les uns des autres. Et donc pourquoi je parle de ça? Parce que la sexualisation des femmes noires et arabes donc, remonte à l'époque coloniale
Et on voit avec ces personnalités de télé-réalité qu'elles se sexualisent en reprenant des codes. Là, on parle de codes religieux. C'est un truc de ouf. Sexualise et... Bref, mais c'est ça. Et en fait, le phishing alimente cette fétichisation et ça amplifie les stéréotypes raciaux via ses choix esthétiques. Bon, là, c'est pas vraiment esthétique parce qu'on parle de religion, le hijab, c'est pas la mode, mais elles reprennent ces codes-là pour attirer plus de monde et être swag. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que genre le hijab c'est pas la mode. Enfin tout le monde n'a pas les mêmes codes et ne met pas la religion au même plan. Il y a des gens qui même prennent un plaisir à blasphémer différentes religions. Et pour certaines personnes le hijab c'est juste un bout de tissu en fait. Et du coup, se l'approprier et en faire des tenues, bah, c'est ce qu'on a vu il y a quelques années. Comment ça s'appelle déjà le bail là ? C'est marrant le double standard, quoi, parce que la balaclava, on s'en fout, même si c'est limite une cagoule, genre. Carrément, un hijab, ça arrête de tout. Là, on voit les yeux. Bon. L'exemple de la balaclava, pourquoi c'est important et pourquoi ça rejoint ce que tu dis, c'est en fonction de la personne qui le porte, c'est problématique ou pas. Là, une blanche qui met la balaclava, on s'en fout. Une arabe même non musulmane, hein. Juste c'est une arabe qui met la balaclava directement, il y a moyen qu'on lui arrache dans la rue, quoi. Mais ce que tu dis par rapport à Billie Eilish, en fait je pensais que t'allais parler et du coup ça rejoint une idée que je m'étais faite par rapport aux personnes queer racisées. Je pensais que t'allais parler de son rebranding, je sais pas vraiment si c'est du rebrand, mais depuis que elle a fait son coming out entre guillemets, j'ai vu des gens la critiquer principalement sur TikTok, parce que sur TikTok tout le monde a des opinions et tout le monde a envie de les partager, qui la critiquait sur son choix vestimentaire, sur ses choix vestimentaires, parce que elle s'habille comme un boug noir new-yorkais. 2 Chainz. Ah ouais. Tu vois, ouais, genre casquette sur le tech avec le foulard en dessous. Non mais c'est vrai. Avec le gros jersey et tout. Personnellement, j'ai pas d'avis puisque ça me concerne pas, du coup je sais pas. Ouais, moi non plus. Mais en fait, ça me rappelle des blancs, surtout des blanches lesbiennes ou juste des femmes qui aiment d'autres femmes, qui vont, c'est vrai, prendre des codes d'hommes noirs. Genre, c'est super intéressant. Et c'est comme les hommes gays blancs qui prennent des codes de femmes noires. Ouais. Genre les big nails, les manières, les mimiques. Ouais. Et même en France, pas qu'aux États-Unis, même en France. Et ouais. J'ai passé sur cette partie alors que j'ai fait des recherches sur ça. Genre, dans les espaces LGBTQIA+, dominants, déjà c'est principalement blanc. On s'est rendu compte en cherchant nous-mêmes des espaces pour nous-mêmes. Majoritairement blanc et majoritairement pour les hommes. Et en fait, les traits esthétiques, le langage ou les styles issus de cultures racisées sont souvent adoptés dans ce genre d'espace, donc LGBTQIA+. Par exemple, l'utilisation des termes comme Yas Queen, Shade, No Bars, énormément de blancs les utilisent, mais sans savoir d'où ça vient et s'approprient ce genre de termes qui viennent de la culture ballroom afro-latino. Et en fait, c'est bizarre parce qu'ils s'approprient ce genre de termes et ce genre de culture, mais en même temps, ils excluent ces personnes-là qui ont créé ces termes et qui ont créé tout cet espace ballroom, voguing, et il y en a pas du tout. Et quand on dit exclure, c'est même pas genre... c'est pas en attaquant, en discriminant verbalement ou quoi, c'est juste une vibe que tu reconnais en fait. Les organisateurs sont blancs, les invités sont blancs, les gens qui y vont sont blancs. Et quand t'es une personne racisée et que tu vas dans ces soirées-là, immédiatement tu te sens pas safe. C'est ça. Et c'est même pas genre on va t'exclure à l'entrée, c'est pas aussi évident que ça. C'est tellement micro que si t'en parles, tu passes pour une folle en fait. Ouais. Mais c'est vrai que t'es de facto exclu, même si c'est pas verbalement dit genre. En fait, c'est pas pour dire que les blancs peuvent pas reprendre les codes. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de pas laisser un espace, l'espace nécessaire pour les personnes racisées, légitime, de pas créditer les personnes racisées qui sont à l'origine
de ces mouvements. Je vais pas donner de nom à toi. Je pense à une go au collège qui disait à tout le monde qu'elle était coréenne. La meuf était... Les gens ont cru. Non, absolument pas. La meuf était algérienne. Voilà. Ça se lisait sur son visage qu'elle était algérienne. Et elle disait à tout le monde qu'elle était coréenne. Prénom, les cheveux. Moi, j'ai... On n'en a pas parlé, mais le RCTA, Race Change to Another, en français, c'est changer de race pour une autre. Et je pense que si elle avait eu Discord à ce moment-là, elle se serait plus dans ces Discord RCTA. C'est terrible. Elle disait à tout le monde qu'elle était coréenne. C'est une folie. Franchement, Je je pense à elle des fois. elle était complexée, elle était... Je pense, hein. Parce que j'ai jamais vu une Algérienne avoir honte de ses origines. Ouais, déjà. C'est une grosse dinguerie. T'es algérien? Coréenne, c'est loin quand même. Je te jure. Essaye de chercher un portugaise à la limite. C'est un petit peu de... Ouais, mais c'est aussi parce qu'elle fétichisait, elle était à fond dans la K-pop ok. et tout. Mais du coup, question, est-ce que physiquement, elle faisait en sorte de... Non, on était petites. Ah, je sais pas, hein, il y en a, ils sont investis plus. Hein. oui, bon, mais ça se voit. Des fois, tu peux pas changer ton visage. Ouais. Enfin, le blanc, Oli là... London. Oli London. Le fameux... Oli London, lui, il a essayé, ça fonctionne. En fait, il faut savoir que... C'est Jimin. Non, t'es comme ça. On peut pas. En fait, le mec, il est passé par tellement de phases, mais j'avais vu une interview d'une de ses potes, une de ses anciennes potes, qui disait que, en fait, il s'en foutait royalement de la K-pop et de Jimin, mais que ce qu'il voulait, c'est être connu, en fait. Il voulait être famous. Et du coup, il a été asiatique pendant un temps. Il a été Jimin pendant un temps. Merry Christmas, Haseyo. Après, il est devenu transracial. Après, il est devenu trans. Ouais, go girl. Et après, il est devenu transphobe. Donc... Ah, waouh. En fait, ouais, le mec voulait tout faire pour être connu et utiliser ces techniques-là de ethnic fishing. Et ça a marché. Malheureusement, ça a marché. Ça a vraiment marché. Ça a vraiment marché. Décollé. Le mec a fait des opérations, puis il les a enlevées, ces opérations. Il ressemble à quoi faire des... du coup, parce que l'opération... un russe. Il ressemble à un russe. Ah ouais. Mais du coup, c'est vraiment une preuve de la déririsme. En fait, il a jamais ressemblé à un asiatique, c'est ça qui est fou. Le mec a fait toutes les opérations possibles. Et dire qu'il était trop transracial. Ouais. C'est un frère Bogdanov maintenant. Ouais, de fou. Ouais. Yo. Oh. Il a fait des tresses. En fait, tout se rejoint. Ok, ma wig. Monsieur est noir. Ça se trouve, il est... Mais regardez, ça se trouve, il est albinos. Hashtag Breads. Le bon soupçon, il est albinos. Il est albinos. Vas-y, bon soupçon. Ah, je suis dead. Mais ouais, on n'a pas beaucoup parlé du Asian fishing parce qu'on le... Ouais, on n'est on pas le vit pas. calé, évidemment. Donc, si jamais une de vous nous écoute et veut en parler avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Ouais. Il n'y a pas de souci, on ouvrira une discussion sur les jeunes fishing. On va ça. en apprendre plus. Mais du coup, si on en parle, nous, maintenant, ce sera d'un point de vue extérieur et c'est pas ce qu'on veut faire avec le podcast. Ouais. C'est pour ça que surtout là où on est une noire, deux arabes. Et puis pour les jeunes fishing, on est en plein dedans avec l'émergence de la K-pop, enfin, qui a déjà émergé puis. Mais comment on est en 2015, la communauté asiatique se sent par rapport à ça, surtout en France. Non, je disais, pour ma part, j'ai pas réellement été témoin de black fishing très frontal, à part des femmes vraiment, à part des femmes blanches qui portent, qui sont coiffées de braids et tout ça. Bon, chacun a son avis par rapport à ça. Ça, t'en penses quoi quand tu vois ça? Moi, je vous avoue, ça me fait rire. Ouais. Tant qu'elle donne de l'argent aux tatas, moi, ça me va. Après, l'idée de venir se plaindre après qu'elle perde des cheveux, mes belles, comment vous dire que... Ça saigne sur le crâne et tout. Écoute,
moi, je vais pas mettre plus d'énergie par rapport à ça. C'est fait, c'est fait. Elles ont payé pour cette prestation. Après, on va reparler de Kimka, revendiquer que c'est elle qui a créé ou ça, j'ai du mal. Parce que du coup, ces coiffeurs ont quand même une histoire. Il y a un savoir-faire, hein, littéralement. On met des heures à se coiffer de la sorte. Mais quand je vois du coup une personne non noire qui porte des braids, bah écoute, ma belle, Ça tu fait t'es assis doucement pendant... rire. Ouais, franchement, ça me fait rire. Je sais pas, Et les même cheveux, ils sont l'idée déjà même bien, de... là, tu vais te coiffer de même 3 ans. globalement, l'idée de ethnic fishing, je trouve ça ridicule un peu. J'en ai même un peu de peine. No shade, hein, parce que Shade, all the shades. Ouais, mais... Ouais, un peu. Non, mais je veux dire, certaines personnes peuvent faire ça suite à un complexe derrière. Donc, c'est pour ça que je fais pas une très grosse généralité. Bon, moi, je m'en fous. Ouais. Moi je sais pas, franchement. En fait, quand on parle d'ethnic fishing d'un point de vue genre particulier, en mode nous en tant que petites citoyennes qui font rien, genre, qui n'ont pas de plateforme ou quoi, tu vois, c'est pas impactant, Ouais. tu vois. Des gens qui se font de la thune dessus. Oui, dessus, qui capitalisent ça. Oui, forcément, ouais, ça me fait grincer des dents. C'est ça, en Grincer soi, les dents, carrément. une meuf, tu vois une meuf blanche avec des braids dehors, ou je sais pas, en fait, j'essayais de trouver un exemple avec des gars, mais c'est plus rare. J'allais dire un gars avec une camis, mais genre, on s'en fout en soi. Et genre, tu vois je sais pas, un gars blanc de bonne famille, tu le vois en lacostéenne parce qu'il veut se faire Alors un genre, ça, quoi, ouais. tu vois. Alors ça, il y en a plein, c'est une folie. Ouais. Parce qu'il veut se faire un genre ou quoi, bon, à la limite, on s'en fout, genre. Oui, c'est ça. Ces gens-là, ils ont pas d'impact. C'est juste ridicule. D'un point de vue extérieur, genre, quand on voit la scène, c'est ridicule. Quand c'est des gens qui ont des plateformes et qui propagent ce modèle, C'est ça. là, c'est impactant. Et aussi, bon, ça, c'est pas réellement de ethnic fishing, mais je crois que c'est Hailey Bieber, avec son contour des lèvres. Le contour des lèvres. Oui. ouais. Ça oh my m'a- god. J'avoue, j'ai un peu tremblé quand j'ai lu cette nouvelle en me disant que c'est elle qui a un peu inventé ou qui a démocratisé tout ça, alors que c'est absolument pas vrai. C'est Enfin, on le ridicule. fait depuis. Ma mère, bien avant sa naissance, les Bieber, là, elle le faisait. Parce que du coup, on n'avait pas de rouge à lèvres adapté à notre teinte, tu vois. Ouais. Donc, ouais, c'est des trucs comme ça ça me trigger un peu. Mais en temps normal, ouais, j'ai pas eu réellement de personnes qui qui s'autoproclame noire alors qu'elle n'est pas, qui met à fond la caisse de l'automne bronzant, qui se maquille ou qui reprend les codes et même qui parle. Peut-être que j'ai déjà rencontré des personnes qui Mais ça t'a essayent pas d'avoir... marqué, genre. ouais, voilà, ça m'a pas plus marqué que ça. Parce que bon, j'ai quand même un entourage qui s'assume tels qu'ils sont. Après, j'ai une petite anecdote par rapport à la rap fishing. Mais plus dans cette notion de l'exotisme, de fétichisation. C'est une personne que j'ai rencontrée et c'était exactement la période de l'affaire Naël. Je sais pas si vous vous souvenez, malheureusement, ce garçon de 17 ans, si je me souviens bien, qui a été froidement abattu par un policier. Et du coup, je sais pas pourquoi elle a voulu mettre ce sujet sur la table, mais elle a commencé à dire, ouais, mais pourtant la police, elle est pas raciste, je comprends pas, il y a des noirs hein, dans la police et tout ça. Et elle a commencé à dire, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est une personne qui revendique quand même ses origines, dans le sens où elle se dit bretonne et portugaise. Ok. Bretonne, genre de la Bretonie. Mais du coup portugaise, mais vous voyez, elle fait partie, je pense que ses ancêtres, ses grands-parents font partie de l'une des premières vagues d'immigration en France portugaise. Et mais elle a pas on lui a pas réellement transmis cette culture portugaise. Elle a quand même cette peau basanée, les cheveux bruns, les yeux très noirs. Et quand tu l'entends parler, elle est là en mode ouais, mais moi, on pourrait me confondre avec une maghrébine. Vous voyez ma peau, vous voyez mes cheveux, vous voyez comment je parle et tout ça. Moi, franchement, j'ai même... des fois, j'ai envie de me dire que bon, je suis un peu maghrébine, on se ressemble quand même, hein, eux et moi. Et donc, du coup, pour
pour faire le lien avec l'affaire Naël et dire que la police n'est pas raciste. Ouais, mais moi, j'ai jamais eu de problème avec la police. Hein. Pourtant, je ressemble à une arabe. Wow. Ouais. C'est hilarant, genre, parce que il n'y a pas que le phénotype. C'est ça. Ok, t'as la peau mate et t'as les cheveux noirs, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Enfin, ok, t'as pas eu de mauvaise expérience avec la police, tant mieux pour toi, genre. Ça réfute pas le fait qu'un enfant se soit fait tuer, genre. Mais je vous assure que la manière dont elle parlait de, justement, des personnes maghrébines, c'était vraiment très, d'un point de vue très fétichiste. Ah, j'aimerais bien, j'aurais tellement aimé. Ah, on peut me confondre avec ces personnes-là. Ah, Ouais, ces personnes-là sont ci, elle était sont fière, ça. genre. Ouais, c'est ça. Ouais. On pouvait ressentir le désir de vouloir faire partie de cette communauté. Parce qu'elle a, entre guillemets, des traits qui y ressemblent. Juste un dernier exemple que j'aimerais citer, qui me semble important, qui me vient en tête. Je sais pas si vous connaissez Emma Hallberg, je sais pas comment on prononce. C'est une influenceuse suédoise qui est très connue sur Regarde sa tête. sur les réseaux sociaux. Oui, elle, ouais. Elle est 100% blanche, 100% Suédoise. 100% suédoise, et vous pouvez chercher sur internet pour voir un petit peu sa tête. C'est troublant. Et je crois, si je me souviens bien, c'est avec Elle est elle, noire, ou cette à femme, cause quoi, ou arrête. grâce, je sais pas comment qualifier ça, mais c'est avec elle que tout a commencé avec le blackfishing. Parce que ça a été l'une des premières personnes qu'on a citées et qu'on a dénoncées de par son nom. La personne la journaliste qui a popularisé le terme de blackfishing, c'est Wanna Thompson. Au fait, on a oublié de le préciser. C'est vrai. Et dans son article, du coup, elle citait des célébrités et des influenceuses, et je pense, dont Emma Hallberg. Donc ça a été une des pionnières, on va dire ça, Pionnière du mouvement. Du blackfishing, qui celui-là, il est terrible, il est hardcore. Il est hardcore. Hardcore de fou. Mais ouais. son visage, franchement, collège-lycée, je me souviendrai. Hein. Non, c'est lycée. Hein. C'est quoi, en 2018, ouais. Ouais, ça fait longtemps, mais ouais. C'est le dernier exemple pour clôturer ce magnifique podcast sur ce sujet très cool. Comme d'habitude, on traite de sujets assez light, légers et bon enfant. Exactement. Sur ces belles paroles, abonnez-vous au compte Insta de Softover. C'est là qu'on vous quitte. @softovermedia. Et on se retrouve pour le prochain épisode, normalement, si tout se passe bien. Ouais, si tout se passe bien, on vous promet rien. Mais restez connectés, stay tuned, restez tunisiens. C'est ça. Allez voir les posts Insta qui sont très très intéressants sur l'Instagram. Allez, la bise. Bisous. Bye.